Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Dans cette vidéo, nous nous pencherons sur un concept clé, la densité spectrale de puissance, DSP, du codage en ligne NRZ unipolaire, pour comprendre comment l'énergie de l'information se répartit réellement sur le spectre. C'est parti. Après avoir étudié dans la vidéo CN 2.0 les différents codes en ligne et leur représentation en domaine temporel, puis introduit dans la vidéo CN 3.0 l'analyse fréquentielle des signaux et la notion de densité spectrale de puissance, nous poursuivons dans cette vidéo l'application de ces concepts aux signaux de communication numérique. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au code en ligne NRZ unipolaire. À partir du modèle général du signal transmis en bande de base, nous établirons pas à pas l'expression de sa densité spectrale de puissance, en nous appuyant sur la relation de Bennett. Cette étude permettra de mettre en évidence la présence d'une composante continue, caractéristique du NRZ unipolaire, et d'en interpréter les conséquences sur la bande passante occupée et l'adaptation aux canaux de transmission réels. Elle constitue ainsi une base essentielle pour la compréhension et la comparaison des différents codes en ligne étudiés par la suite. Pour calculer la densité spectrale de puissance d'un code en ligne NRZ unipolaire, nous allons suivre une démarche, structurée, en 3 étapes simples. Tout d'abord, nous commençons par déterminer la transformée de Fourier X de f, de l'impulsion NRZ, aussi appelée impulsion de mise en forme. Cette étape permet de caractériser le contenu fréquentiel de l'impulsion élémentaire du signal. Dans un second temps, nous calculons la fonction d'autocorrélation R, A de M de la suite de symboles binaires associés au code NRZ unipolaire. Cette étape est essentielle, car elle décrit la dépendance statistique entre les symboles successifs. Enfin, en combinant les résultats obtenus aux 2 étapes précédentes, nous pouvons déterminer l'expression de la densité spectrale de puissance du signal en appliquant la relation de Bennett. Cela nous permet de relier directement les propriétés temporelles du code NRZ à sa représentation fréquentielle. Nous commençons par le calcul de la transformée de Fourier de l'impulsion élémentaire du code NRZ. La transformée de Fourier d'un signal temporel x de t, est définie par la relation générale suivante, x de f, est égale à l'intégrale, de moins l'infini, à plus l'infini, de x de t, multiplié par exponentielle, moins j2 pi ft, d de t. Si on examine la forme temporelle de l'impulsion NRZ unipolaire, on peut déterminer les bornes de l'intégrale de la transformée de Fourier. D'après la figure, on constate que l'impulsion NRZ est nulle avant t, égale à 0, puis prend une valeur constante pendant une durée symbole, tb. Et redevient nulle après t, égale à tb. Autrement dit, l'impulsion NRZ est définie uniquement sur l'intervalle 0, tb. Afin de faciliter le calcul de la transformée de Fourier, nous allons effectuer une translation temporelle de l'impulsion NRZ unipolaire. Concrètement, l'impulsion est translatée vers la gauche d'une durée, tb sur 2. Ce qui permet de la centrer autour de l'origine temporelle. Après cette translation, l'impulsion NRZ unipolaire est définie sur l'intervalle, moins tb sur 2 à plus tb sur 2. Cette translation ne modifie pas l'amplitude du spectre, mais introduit uniquement un facteur de phase exponentielle. Le module du spectre, qui intervient directement dans le calcul de la DSP, reste donc inchangé. À ce stade du calcul, l'expression devient un peu plus compacte, mais aussi plus subtile d'un point de vue mathématique. Le calcul se poursuit sans difficulté particulière, mais il fait apparaître 2 expressions mathématiques qu'il est important de bien interpréter. Prenons donc quelques secondes pour les analyser, avant de finaliser l'expression de la densité spectrale de puissance. La première concerne l'expression du sinus. Pour pouvoir calculer correctement la transformée de Fourier, nous exprimons le sinus sous sa forme exponentielle complexe, en utilisant l'identité d'Euler, sinus, θ est égal à, exponentielle j, θ, moins exponentielle moins j, θ, divisé par 2j. Cette écriture est fondamentale, car la transformée de Fourier est naturellement formulée en termes d'exponentielle complexe. Elle nous permet donc de simplifier les intégrales et de rester cohérent avec le formalisme fréquentiel. Le deuxième point important concerne la fonction sinus cardinale, ou fonction 5. Lors du calcul de la transformée de Fourier de l'impulsion NRZ rectangulaire, on obtient une expression du type sinus pi, f, tb divisé par pi, f, tb. En apparence, au point f égale à 0, cette expression conduit à une forme indéterminée. Cependant, grâce à la limite bien connue du sinus cardinal, on sait que le sinus cardinal de 0 est égal à 1. Cela garantit que le spectre est continu et fréquence. Physiquement, cela signifie que l'énergie du signal est principalement concentrée aux basses fréquences, ce qui est caractéristique du codage NRZ.
Ces deux résultats mathématiques nous permettent donc de finaliser proprement l'expression de la transformée de Fourier, puis de passer au calcul de la densité spectrale de puissance du signal NRZ unipolaire. Finalement, l'expression de la transformée de Fourier de l'impulsion NRZ s'écrit sous une forme particulièrement simple, x de f est égal à tb, multiplié par sinus cardinal de f, tb. Après avoir déterminé l'expression de la transformée de Fourier de l'impulsion NRZ, nous pouvons maintenant passer à la deuxième étape du calcul de la densité spectrale de puissance. À savoir, l'autocorrélation de l'impulsion NRZ unipolaire. Commençons par définir le format d'amplitude du code NRZ unipolaire. Dans ce type de codage, chaque symbole binaire est représenté par une impulsion rectangulaire de durée, Tb, mais une seule polarité est utilisée. Plus précisément, lorsque le bit transmis est égal à 0, l'amplitude du symbole est nulle. En revanche, lorsque le bit transmis est égal à 1, l'amplitude prend une valeur positive constante, notée plus A. On peut donc résumer cette règle par une variable aléatoire à L, qui prend la valeur 0, ou A, en fonction du symbole binaire. Cette définition est fondamentale, car elle implique que le signal NRZ unipolaire possède une valeur moyenne non nulle, ce qui aura des conséquences importantes sur ses propriétés statistiques et spectrales, que nous analyserons par la suite. Après avoir défini le format d'amplitude des symboles, nous allons maintenant introduire un outil fondamental pour l'analyse statistique des signaux numériques, la fonction d'autocorrélation. L'autocorrélation permet de mesurer le degré de similarité entre la suite de symboles et une version décalée d'elle-même. Autrement dit, elle quantifie la dépendance statistique entre deux symboles séparés par un certain décalage temporel. Dans notre cas, la suite NRZ est modélisée par une variable aléatoire, A, L. L'autocorrélation est alors définie comme l'espérance du produit entre un symbole et un autre symbole décalé de m périodes binaires. Mathématiquement, elle s'écrit R, A de m est égal à la moyenne statistique de A, L, fois L, moins m. Grâce à l'hypothèse de stationnarité de la séquence binaire, cette fonction ne dépend pas de l'instant d'observation, L, mais uniquement du décalage, m. Cette fonction d'autocorrélation jouera un rôle central dans le calcul de la densité spectrale de puissance, puisqu'elle constitue le lien direct entre la description temporelle du signal et son comportement fréquentiel. Commençons par examiner le cas le plus simple, à savoir lorsque le décalage est nul, c'est-à-dire, m est égal à 0. Dans ce cas, la fonction d'autocorrélation compare chaque symbole avec lui-même. L'expression de l'autocorrélation se simplifie alors et devient l'espérance du carré de l'amplitude du symbole. Mathématiquement, on écrit R, A de 0 est égal à l'espérance de A, L, au carré. Or, dans le cas du code NRZ unipolaire, le symbole ne peut prendre que deux valeurs possibles, 0 ou, plus, A. Lorsque le symbole est égal à 0, le carré de l'amplitude est nul. En revanche, lorsque le symbole est égal à 1, le carré de l'amplitude vaut A, au carré. Le calcul de l'espérance consiste donc à pondérer chacune de ces valeurs par sa probabilité d'apparition. Comme les symboles 0 et 1 sont équiprobables, on obtient directement R, A, de 0 est égal à A au carré, sur 2. Cette valeur correspond à la puissance moyenne de la suite d'amplitude. Elle constitue un résultat fondamental, car elle représente l'autocorrélation à l'origine et servira de référence pour la suite de l'analyse statistique du signal NRZ unipolaire. Examinons maintenant le cas où le décalage n'est plus nul, c'est-à-dire m différent de 0. Dans cette situation, la fonction d'autocorrélation compare deux symboles distincts de la suite, séparés par un certain nombre de périodes symboles. Pour une source binaire aléatoire, les symboles sont statistiquement indépendants. Cette propriété est fondamentale, car elle permet de simplifier considérablement le calcul de l'autocorrélation. En effet, l'espérance du produit de deux symboles indépendants est égale au produit de leurs espérances. On peut donc écrire R, A de m est égal à l'espérance de A, de L, fois, de L moins m. Calculons alors l'espérance d'un symbole NRZ unipolaire. Comme précédemment, le symbole peut prendre la valeur 0 ou A, avec des probabilités égales. On obtient R, A de m est égal à A, au carré sur 4. Nous disposons maintenant de tous les résultats nécessaires pour écrire l'expression complète de la fonction d'autocorrélation de la suite d'amplitude du code NRZ unipolaire. Nous avons montré que, lorsque le décalage est nul, c'est-à-dire pour m nul, l'autocorrélation est égale à la puissance moyenne du symbole et vaut A, au carré sur 2. En revanche, lorsque le décalage est non nul, m diffère de 0, l'indépendance statistique des symboles conduit à une valeur constante égale à A, au carré sur 4. Nous avons déjà calculé la transformée de Fourier de l'impulsion NRZ unipolaire, puis déterminé l'autocorrélation de la suite de symboles.
Il ne nous reste maintenant qu'à combiner ces deux résultats pour obtenir la densité spectrale de puissance du signal transmis. Pour déterminer la densité spectrale de puissance du signal transmis, on utilise une relation fondamentale appelée relation de Bennett, valable pour les signaux aléatoires stationnaires en bande de base. Mathématiquement, cette relation s'exprime comme le produit du module au carré de la transformée de Fourier de l'impulsion par la transformée de Fourier discrète de l'autocorrélation, le tout normalisé par la durée binaire. Cette relation montre que la densité spectrale de puissance du signal ne dépend pas directement de la suite temporelle complète, mais uniquement de deux grandeurs essentielles, la transformée de Fourier de l'impulsion de mise en forme et la fonction d'autocorrélation de la suite de symboles. Dans cette relation de Bennett, on va s'intéresser à la décomposition de la fonction d'autocorrélation multipliée par l'exponentielle complexe. Pour cela, on sépare explicitement le terme où l'indice m est égal à 0, de la somme des autres termes où m est différent de 0. Cette séparation est importante car le terme r, a de 0, correspond à l'autocorrélation à l'origine, qui influence directement la composante continue du spectre. On peut donc écrire la somme totale comme la somme de r, a, de 0 plus la contribution des autres termes, ce qui facilite grandement l'analyse spectrale. En remplaçant r, a, de 0 et r, a, de m par leur valeur calculée précédemment pour le code NRZ unipolaire, on obtient un terme constant égal à a, au carré sur 2, auquel s'ajoute une somme d'exponentielles pondérée par a, au carré sur 4. Cette forme met en lumière deux contributions distinctes qui aboutiront, dans le domaine fréquentiel, à une partie continue et à des raies spectrales discrètes. Cette étape est donc cruciale pour comprendre la structure du spectre final. Nous allons maintenant nous intéresser à la somme des exponentielles complexes qui apparaît dans l'expression, pour les valeurs de m différentes de 0. Cette somme peut paraître complexe au premier abord, mais grâce à une identité bien connue en théorie des signaux, elle se traduit dans le domaine fréquentiel par un peigne de Dirac. Cette expression est fondamentale car elle montre que cette somme génère, dans le domaine fréquentiel, une série de raies spectrales régulièrement espacées, auxquelles on soustrait une contribution constante. Cette propriété va nous permettre de finaliser l'expression de la densité spectrale de puissance du signal NRZ unipolaire. Après avoir exprimé la somme des exponentielles en fonction des impulsions de Dirac, on peut maintenant regrouper tous les termes de notre expression. Ce regroupement marque une étape clé car il met en lumière la structure finale du spectre, combinant une composante continue et des raies discrètes. Cette forme est particulièrement utile pour interpréter et analyser le comportement spectral du signal NRZ unipolaire. Voici l'expression finale de la densité spectrale de puissance du code NRZ unipolaire. Le premier terme représente l'enveloppe spectrale liée à la forme temporelle de l'impulsion NRZ. Le second terme est une impulsion de Dirac en fréquence 0, correspondant à la composante continue due à la moyenne non nulle des symboles. Cette composante continue explique pourquoi le NRZ unipolaire peut poser problème sur certains canaux. Pour conclure, nous avons déterminé la densité spectrale de puissance du code NRZ unipolaire en combinant la transformée de Fourier de l'impulsion de mise en forme avec la fonction d'autocorrélation des symboles. Le spectre obtenu présente une enveloppe continue, définie par la forme temporelle de l'impulsion NRZ, ainsi qu'une composante continue, matérialisée par une raie spectrale en fréquence 0. Cette composante continue, liée à la moyenne non nulle des symboles unipolaires, constitue une limitation majeure du code NRZ unipolaire, car elle peut être atténuée ou supprimée dans certains canaux de transmission, notamment les canaux à couplage capacitif ou les systèmes radio. C'est pourquoi d'autres codages, comme le NRZ bipolaire, sont souvent préférés pour éviter cette composante continue et améliorer la compatibilité avec les canaux physiques. Cette analyse spectrale nous permet donc de mieux comprendre les avantages et les limites des différents codages en bande de base, essentiels pour la conception de systèmes de communication performants. Ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Merci de votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.